Soyez les bienvenus dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Cameroun, notre dossier du jour sera consacré à la compagnie aérienne nationale. La Camerco peut-elle être sauvée? Eh bien, nous en parlerons. Au sommaire également, le Gabon a un nouveau gouvernement. Le Premier ministre Franck Emmanuel Izozé-Ngondé a rendu publique la liste de son équipe ce dimanche. Celle-ci est composée de 40 membres. Et puis, pas d'élection avant novembre 2018 en République démocratique du Congo. Selon une estimation de la CENI, l'organisation des scrutins nécessite un délai de 504 jours à compter du 31 juillet 2017. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, un invité, M. Raphaël Elono. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes écrivain camerounais et spécialiste de la sûreté aéroportuaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans oublier nos éditorialistes, Djemal Taleb. Bonsoir Djemal. Bonsoir Graziella et bonsoir à tout le monde. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue à vous Jean-Marie. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, c'est l'info du jour. Après 3 jours d'attente, le voile a donc été levé sur la composition du nouveau gouvernement gabonais. Il a été remanié à 50%. On fait le point tout de suite dans ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Izozé-Ngondé a rendu publique la liste du nouveau gouvernement dans la nuit de dimanche à lundi 3 octobre 2016. Ce gouvernement d'ouverture compte 39 membres, dont un ancien candidat à la présidentielle, en la personne de Bruno Ben Moubamba. On note également l'entrée de la société civile via Maître Francis Nkeya et 2 autres membres de l'opposition, dont Biendi Maganga Moussavou et Estelle Ondo. Vice-premier ministre, ministre de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement, Monsieur Bruno Ben Moubamba. Ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, chargé du dialogue politique, Monsieur Francis Nkeya. Ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement, chargé de la protection et de la gestion durable des écosystèmes, Madame Estelle Ondo, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, chargée de l'entrepreneuriat national, Monsieur Biendi Maganga Moussavou. Le premier gouvernement du second mandat du président Ali Bongo Ondimba a été renouvelé de moitié. 27 hommes et 12 femmes, soit 30% de la gente féminine le composent. Cette nouvelle équipe devra tout mettre en œuvre pour restaurer la cohésion sociale. Je trouve que c'est une bonne chose parce que nous devons regarder de l'avant. Il faudrait savoir comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans une dynamique de construction et le bras tendu par le chef de l'État aux différentes forces vives de la nation, ça interpelle tout le monde dans ce sens que c'est pour construire le pays. Et dès lors que certaines personnes ont pu réagir favorablement à rentrer dans ce gouvernement, moi j'estime pour ma part que c'est une meilleure possibilité pour notre pays de sortir de cette crise post-électorale que nous avons connue et essayer d'envisager le Gabon pour un lendemain meilleur. Ramener la confiance et le dialogue entre les Gabonais et poursuivre les projets entamés par l'équipe gouvernementale précédente dans la concrétisation des projets du programme de société Gabon émergent sont entre autres objectifs de ce gouvernement d'ouverture. Alors Djemal, le président Ali Bongo Ondimba voulait un gouvernement d'ouverture. Est-ce le cas selon vous au vu de la composition de cette équipe? C'est une toute petite ouverture, c'est une toute petite fenêtre. Mais j'ose espérer que, compte tenu de la situation que le pays vient de vivre, il est normal qu'après qu'un Premier ministre ait été nommé, un gouvernement soit composé. J'espère que cela ne va pas être la porte fermée au dialogue et que la concertation continue pour qu'on arrive enfin à un vrai gouvernement d'union nationale, en tout cas un vrai gouvernement d'entente. Il est normal que l'opposition vu la situation dans laquelle elle est au lendemain d'une situation qu'on vient de vivre, que moi j'appelle une défaite, mais d'autres appellent ça autre chose. Il est normal qu'elle soit encore, entre guillemets, pardon d'expression triviale, un peu sonnée, et donc qu'elle refuse dans un premier temps de toute l'idée des dialogues. Quand elle aura compris que l'avenir du Gabon ne se joue pas à l'étranger, il se joue au Gabon. Et l'idée d'à chaque fois en appeler à l'étranger, personnellement, ça me gêne. Et donc,
il n'est pas dit que l'opposition, dans une seconde étape, ne vienne pas participer à ce dont le Gabon a besoin, c'est-à-dire la paix, la tranquillité, et puis penser un peu aux affaires du pays et à la misère des Gabonais, en tout cas ceux parmi eux qui sont dans la misère. Et donc, j'ose espérer que dans les mois, dans les semaines, dans les temps à venir, on aura un vrai dialogue dont le Gabon a besoin et qui permettra de sortir. Pour autant, non, je pense que l'affaire est pliée, que c'est fini, en tout cas pour cette étape-là. Après, voilà, la vie politique continue, la vie politique gabonaise va continuer, l'opposition est forte, le pays est divisé. Ping et ses amis représentent au moins 50% du pays accepté, et donc on ne peut pas mettre de côté, laisser de côté 50% de la moitié d'un pays. Alors, on l'a vu dans le reportage, hein, ce gouvernement est composé de 40 membres, dont 30% des femmes. C'est à saluer, M. Elono. C'est vraiment à saluer, puisque, bon, on parle de parité tous ces derniers temps, un peu partout dans le monde. Donc, si on commence déjà à aller vers la moitié, 50-50, c'est bon. À ce pourcentage-là, on ne peut que se féliciter. Et j'ai souscrit tout à fait à ce que mon voisin venait de dire. Si on peut apaiser les Gabonais, parce qu'il y a eu quand même trop de morts. On a une pensée pour tous ces morts-là. Et si l'opposition peut apporter quelque chose pour bâtir ce Gabon nouveau, c'est le peuple qui en sortira vainqueur. Jean-Marie, quelles doivent être, au lendemain d'une crise post-électorale comme celle qu'a connue le Gabon, les priorités de ce nouveau gouvernement ? Les priorités du nouveau gouvernement, bon, c'est comme Djemal l'a dit, bon, le gouvernement par rapport à ce qu'il y a, de mon point de vue, ce n'est que du saupoudrage en tant que tel. C'est-à-dire on ne va pas revenir en arrière, on ne va pas refaire les élections, mais toujours est-il qu'il ne faudrait pas que l'opposition se sente lésée, si vous voulez, dans cette dynamique-là. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction de tout un pays. C'est-à-dire les Gabonais qui s'affrontent aujourd'hui ont tous un seul pays, qui est le Gabon. Donc dès cet instant-là, le président de la République doit veiller en sorte que, même s'il a gagné par la voie des urnes, c'est-à-dire officiellement, qu'il ait une répartition du pouvoir qui corresponde éventuellement à la réalité et que vous n'ayez pas une partie des Gabonais, comme Djemal vient de le dire, vous avez l'adversaire qui a eu au minimum 50%, si vous voulez, dans cette élection-là. Et sur le plan économique, Jean-Marie, les défis sont également les défis sont énormes, si vous voulez, pour le Gabon. Et les défis sont énormes. Vous avez déjà tout le plan qui a été mis en place par le président, c'est-à-dire qui a été réélu, à savoir le Gabon émergent. Et maintenant, il faudra inclure, c'est-à-dire tous les fils gabonais à l'intérieur de cette dynamique-là, qui est une dynamique qui concerne tout le Gabon en tant que tel. Ce n'est pas uniquement le président de la République à lui tout seul. C'est-à-dire chez nous en Afrique, il serait toujours souhaitable en sorte qu'on se mette ensemble une fois que les résultats sont sortis et qu'on se combatte pour l'avenir du pays. Merci Jean-Marie. Dans l'actualité également, les élections n'auront pas lieu avant novembre 2018 en République démocratique du Congo. Selon la CENI, 504 jours à compter du 31 juillet 2017 sont nécessaires pour organiser les scrutins présidentiels et législatifs. Une déclaration qui a bien évidemment provoqué de vives réactions au sein de l'opposition. Tour d'horizon avec notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, il faudrait compter 504 jours après la fin de l'enrôlement prévu le 31 juillet 2017 pour la tenue de l'élection présidentielle, couplée aux dés législatives. C'est ce qu'a déclaré le président de la CENI, Corneille Nangaa, ce samedi 1er octobre au dialogue national. Une proposition soutenue par la majorité présidentielle, alors que du côté de l'opposition, on reste circonspect. En tirant les leçons de l'expérience électorale en RDC, en 2006 comme en 2011, en se référant au rapport de l'expertise internationale, nous avons démontré à la CENI qu'il est possible de pouvoir, au regard du fait qu'on termine l'enrôlement des électeurs au plus tard le 31 juillet, sous cette hypothèse, que l'on puisse convoquer l'électorat au plus tard fin septembre 2017. Pour la majorité présidentielle, il faudra dépolitiser cette question qui tient compte des facteurs techniques que celle de la CENI, seule compétente pour l'organisation des élections en RDC, maîtrise. La proposition faite par la CENI est liée aux considérations logistiques et financières qui ne doivent pas échapper à la classe politique, estime la majorité présidentielle. Faire un débat politique sur cette question, ce serait tuer la nation. Et nous n'avons pas le droit de mentir au peuple congolais en disant qu'on peut organiser ces élections l'année prochaine, soit 3 mois après la réalisation du fichier. Encore faut-il que ce fichier électoral
soit élaboré et fini au 30 juillet 2017. Lorsque je prends l'exemple du Nord Ubangi, où la CENI a commencé la démonstration, nous avons 3 mois. Après 2 mois, on n'a pas atteint 500 000 enrôlés sur 800 000. La proposition faite par la CENI est motivée par la refonte totale du fichier électoral, tel qu'est décidé par consensus au dialogue politique. Celle-ci prévoit l'enrôlement de 45 millions d'électeurs sur l'ensemble du pays. Il s'en suivra plusieurs autres opérations, la répartition des sièges par circonscription électorale, l'inscription des candidatures, entre autres. Le débat autour du calendrier électoral se poursuivra ce lundi 3 octobre en commission. Djemal, les arguments énoncés par la CENI justifient-ils un délai d'au moins 2 ans avant d'organiser les élections RDC? La réponse est non, mais contrairement à ce qui est dit dans le débat, dans le sujet, le dialogue se poursuit, c'est-à-dire qu'il n'est pas interrompu, on est encore en train de discuter. Je pense personnellement que la CENI est un brin de mauvaise foi. Tout ce temps pour organiser des élections n'a aucun sens et il n'y a aucune logique au monde parce que faire un fichier électoral, refaire donc un enrôlement à nouveau, tous les pays le font. Et le Congo, qui est effectivement un très grand pays, demande plus de temps. Enfin, selon les spécialistes, 4 à 5 mois suffisent largement pour préparer les questions. Puis la deuxième chose, c'est donc le problème de l'identification, des empreintes, et puis éventuellement d'éviter les doublons. Je pense que c'est un travail technique qui a besoin d'être fait, mais enfin, on a besoin de 4-5 mois pour que ce soit fait. Il y a des scénarios qui vont sans doute se dégager de ce débat, dialogue qui n'est pas encore pas terminé. L'idée de penser qu'on va encore attendre 2 ans pour que les élections soient organisées est assez compliquée. D'abord, on viole la Constitution. Deuxièmement, nous ne donnons pas la chance réelle au dialogue. Troisièmement, on aura un flou et un vide juridique et politique très grave. Et puis, le scénario, qui, de mon point de vue, est assez possible maintenant, c'est de savoir quel sera le rôle du président Kabila si jamais on va vers une transition. S'il reste, il reste pas. S'il reste, dans quelles conditions, avec quel pouvoir. S'il ne reste pas, quel sera son statut et qui va le remplacer et comment. On parle du vieux Congo Adongo, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des pistes-là qui sont aujourd'hui négociées. Et pour finir, il y a quand même 2 hommes qu'il faut respecter dans ce pays sur ce dialogue-là. Le premier, c'est Vital Kamerhe. Encore une fois, bravo. Je veux dire pourquoi. On a l'habitude dans nos pays de régler les choses à coups de sang. Et on a très peu de respect pour la vie humaine de nos concitoyens. Et donc l'idée de dire nous allons à l'affrontement. Évidemment, ceux qui demandent d'aller à l'affrontement seront généralement ceux qui sont confortablement installés chez eux. Et donc laisser les autres mourir. Et donc l'idée d'empêcher un bain de sang, d'empêcher ce pays qu'il y ait des morts pour des questions électorales, comme il y en a eu un peu partout, est un acte de courage absolument respectable de son côté. J'ai bien vu que l'opposition lui tape dessus matin, midi et soir. Mais enfin, courage, encore une fois, c'est un sens de patriotisme et de responsabilité réelle. La deuxième personnalité qu'il faut respecter, c'est Deme Kodjo. Je pense qu'on a tous grandi avec Demain l'Afrique et on comprend très bien que cette Afrique de demain dont il a rêvé, il la met à l'œuvre. Et donc, il est probablement, si en tout cas les scénarios se poursuivent comme cela visiblement se doit, et qu'on arrête les facéties de la CENI qui n'ont encore une fois aucun sens, s'il le réussit, Deme Kodjo aura encore une fois démontré ce qu'il a toujours été, en tout cas à mes yeux, un grand Africain. Jean-Marie, vous partagez le point de vue de Djemal? Je ne partage pas tout le point de vue de Djemal dans son entièreté. À savoir, bon, je suis d'accord avec toi, Djemal, si vous voulez, concernant le rôle de la CENI, parce que la CENI aurait dû, c'est-à-dire la CENI avait pour rôle le rôle des vigies dans le déroulement de ces élections. La CENI a failli. Mais n'empêche que la majorité présidentielle en place, vous avez la Constitution qui est au-dessus de toutes les autres institutions. La majorité présidentielle, si vous voulez, le président de la République peut se lever en fonction des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution. Se lever, il aurait pu agir à la place de la CENI. Et quand on nous agite la CENI aujourd'hui, que vous voyez, c'est la CENI qui n'a pas fait son travail, je ne pense pas. Tout simplement pourquoi? Parce que la CENI, c'est un organe, c'est une institution. Et l'institution la plus élevée, c'est quoi? C'est le président de la République. C'est au président de la République. Nous avons déploré sur ce plateau, si vous voulez, le silence du président de la République. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il ne donnait pas les indications. Donc, qu'on se disent aujourd'hui que oui, c'est la faute de la CENI, c'est la faute de l'opposition. Je pense que la CENI, si vous voulez, a joué son rôle. Mais c'est au président de la République, si vous voulez, de se dire que je suis la première institution de ce pays. Et on ne va pas au-delà de la Constitution. Vous n'avez aucun individu qui est au-dessus de la Constitution en tant que tel. La CENI, pour moi, c'est un ersatz. Tout simplement, pourquoi? Parce que le président de la République aurait pu se lever et dire que bon, le rôle de la CENI n'est pas joué. Respectons la Constitution. Enfin, non, la Constitution, de ce point de vue-là, mon cher Bitomo, est assez claire. Le mandat du président Kabila
Kabila se termine. De deux choses l'une. Soit il s'en va et on n'est techniquement pas capable d'organiser des élections. C'est-à-dire que toute la classe politique congolaise, y compris l'opposition, est absolument aujourd'hui d'accord pour l'idée de savoir qu'on n'est pas capable, dans les circonstances actuelles, d'organiser des élections. Il faut trouver une solution. Quand on a un problème politique, on ne trouve pas une solution juridique, on trouve une solution politique. Et donc la solution politique, et par la solution politique, on est, somme toute, capable de trouver une solution juridique. Et donc la solution aujourd'hui qui se pose, c'est le mandat va se terminer. Quel sera son avenir? Quel sera l'avenir du pays? Quel sera le respect de la Constitution telle qu'elle est? Puisque matériellement, nous ne sommes pas capables d'organiser des élections, il est normal que les Congolais se mettent autour d'une table, essayent de trouver une solution, et que cette solution-là, qui, encore une fois, sauve la vie des Congolais, mais il faut toujours qu'on ait ça en tête. C'est-à-dire que la facilité que nous avons à appeler les gens à aller dans la rue et mourir, qui d'ailleurs ne sont jamais vos frères ni des gens de votre famille, c'est toujours des gens très très loin. Encore une fois, ça doit cesser. Merci Djemal, merci Jean-Marie. Nous n'avons malheureusement plus beaucoup de temps et nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.